Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h35, on est de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque le meurtre de la petite Lola, 12 ans, qui a été retrouvée martyrisée et dont le corps a été abandonné dans une valise dans le 19e arrondissement de Paris. La principale suspecte a été mise en examen pour meurtre de mineurs de moins de 15 ans, viol commis avec acte de torture et de barbarie. La première dame, Brigitte Macron, a réagi cet après-midi à cet acte qu'elle qualifie d'abominable. C'est un drame absolument intolérable. Et abominable, et qu'on est aux côtés des élèves, aux côtés des enseignants, aux côtés bien sûr des familles et de tout le monde, puisque ça ne devra plus jamais être. C'est abominable ce qui s'est passé. Voilà pour Brigitte Macron. Louis de Ragnel, on est face à un cas véritablement terrible de cet acte qui a été commis contre ces petites filles. Il y a une vraie émotion populaire. Ça peut se traduire par une marche blanche dans les prochains jours que la famille peut organiser. Alors oui, mais faut attendre que la famille le fasse. Vous n'avez pas d'informations plus que ça ? Ce qui est intéressant, c'est que c'est rarissime. Je crois que ça ne s'est jamais produit de voir Brigitte Macron qui s'exprime sur un fait d'actualité à chaud, sur un fait tragique, mais sur un fait d'actualité à chaud. Et je pense que si elle s'exprime, c'est parce que Emmanuel Macron, à l'Élysée, ils ont considéré que l'émotion était telle qu'il était indispensable que Brigitte Macron s'exprime. Moi, je crois que c'est la première fois que je la vois de cette manière. Ensuite, au niveau du fond, il y a quand même, on verra la question des responsabilités pénales. Et j'espère aussi que Brigitte Macron chuchote à son mari quelques idées sur le durcissement des peines, sur un certain nombre de sujets, sur les dysfonctionnements au ministère de la Justice, parce que on en parle d'ailleurs très régulièrement ici. Mais il y a beaucoup de choses à faire et des choses qui ne sont pas faites, en tout cas, jusqu'à présent. Le commissaire Lebars, la justice, régulièrement évoquée lorsqu'on évoque le travail de la police. Dans le cas présent, évidemment, la justice va passer. Il n'y a aucune raison qu'elle ne passe pas. Mais je peux même vous annoncer la sanction finale. On ne va pas faire de pronostic, mais s'il y a des auteurs identifiés, vu que la poursuite se fait sur les faits de viol, d'actes de torture et barbarie et meurtre, ou assassinat, on ne sait pas encore si c'est prémédité, et ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Alors en France, elle n'existe pas au sens des États-Unis où on peut prendre des peines de 300 ans, mais enfin, elle existe quand même dans le droit et on peut la prendre en plus avec une durée incompressible. Donc elle passe évidemment, la justice, dans des affaires comme celle-là. La question, c'est de savoir si on trouve les auteurs, s'il y en a plusieurs. Parce que moi, en tant qu'enquêteur, je suis pas spécialiste, en tant que policier, pardon, je suis pas spécialiste des crimes. Et celui-ci, à mon avis, sort complètement des rails habituels de ce qu'on peut voir dans sa vie. C'est-à-dire que je connais un paquet de policiers qui ont eu à traiter des affaires criminelles. Celle-ci, ils étaient dans un premier temps, je ne vais pas dire dans la sidération, mais enfin, avec strictement aucune certitude. Alors, est-ce que la femme a agi seule, pas seule ? Qui sont les complices ? Quel est le mobile ? Qui a fait quoi ? Ça va être quand même le sujet de cette affaire. Mais au final, au bout, ces gens-là vont être punis d'une sévérité exemplaire. Donc, c'est pas l'affaire judiciaire qui va incarner la force ou la faiblesse de la justice. Puisque sur le haut du spectre, ces crimes-là, en cour d'assises, il n'y a strictement aucun cadeau. Philippe Guibert non, mais je pense qu'effectivement, cette affaire est totalement hors norme par son horreur. Et donc, c'est peut-être pas pour ces affaires-là que la justice peut être la plus critiquée. Je pense que c'est sur une délinquance d'un tout autre niveau que celle que présente cette affaire horrible. Donc, je suis pas sûr que le débat sur l'insécurité et l'efficacité de la justice soit effectivement ici le plus justifié. Ce qu'on aimerait comprendre, ce qu'on doit comprendre, ce qu'on veut comprendre, c'est comment on en arrive à des horreurs pareilles. Et je pense que la famille attend de pouvoir comprendre cela, et nous aussi, parce que c'est un tel degré dans l'horreur que là, on doit comprendre. Un dernier mot, Maître Golnadel. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on ne peut pas plaquer, et moi le premier, mon discours habituel, et que je ne renie certainement pas, sur l'insécurité grandissante et sur les méfaits de l'immigration incontrôlée sur cette affaire qui relève qui de la perversion sexuelle, qui de la folie, je ne sais pas. Une chose est certaine et que je maintiens fermement, c'est que le mutisme des premiers jours de la presse, je sais très bien pourquoi il existe et pourquoi il continue un petit peu de perdurer. Et pardon de le dire et de le répéter, c'est par la grâce des réseaux sociaux, de ce que j'appelle la fâcheuse sphère, que cette affaire n'a pas été tue.
Voilà, on continuera bien sûr à suivre cette enquête sur la mort de la petite Lola. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à ce qui s'est passé à Nanterre, puisque 5 mineurs ont été placés en garde à vue après de nouveaux incidents devant le lycée Joliot-Curie, avec des tensions depuis plus d'une semaine qui s'accumulent devant cet établissement scolaire. On va faire le point avec ces explications d'Arthur Muriot, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, et puis on en parle ensuite. Des policiers pris pour cible par des tirs de mortier, de petits projectiles et même par du mobilier urbain. Des scènes de heurts entre jeunes et forces de l'ordre devant les grilles du lycée Joliot-Curie de Nanterre. Ces affrontements ont débuté il y a une semaine au moment du blocus de l'établissement par plusieurs élèves et n'ont cessé de prendre de l'ampleur. Selon ce lycéen, le mouvement de contestation n'est pas près de se terminer. Je pense que ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu même. Il y en a certains qui s'amusent, quoi. Pour moi, il y en a certains qui s'amusent, mais après, il y en a d'autres qui revendiquent vraiment plusieurs choses. À l'origine de cette flambée de violence, plusieurs revendications. Le retour de 4 professeurs mutés par décision du rectorat, l'augmentation des heures d'aide aux devoirs, ou encore la fin des dérives de la direction que les élèves qualifient d'autoritaires. En toile de fond de ce dernier point, beaucoup de lycéens remettent en cause les contrôles vestimentaires visant à interdire le port de l'abaya, robe traditionnelle des pays musulmans, comme l'explique cet élève. Il y avait des filles qui venaient avec des robes longues et les surveillants à l'entrée, enfin l'administration, c'est eux qui devaient dire ça aux surveillants, ils disaient de bloquer les personnes avec des robes longues parce qu'ils comparaient ça, eux, à des abayas. C'est pas une des revendications, mais ça fait partie des dérives autoritaires. Le parquet de Nanterre indique que 3 mineurs ont été interpellés après les tensions survenues ce lundi. Commissaire Lebars, là on a des policiers qui lancent qui reçoivent des projectiles, qui ripostent. C'est une situation là aussi malheureusement assez hors norme. Malheureusement non. Non. Elle est relativement banalisée depuis quelques années dans des lycées dits difficiles. Je voudrais revenir sur les images. Dans les premières secondes, les gens qui ont l'image, les téléspectateurs, auraient pu se dire, tiens, ceux qui tirent, c'est la police avec des lanceurs de grenades, et puis ceux qui subissent, c'est les lycéens. Non, c'est l'inverse. C'est les lycéens qui se permettent de sortir et avec des mortiers de tirer sur la police. Ça, c'est le premier point, parce que ça donne une idée un peu de ce que des jeunes mineurs ou jeunes majeurs, pour les plus âgés d'entre eux, sont capables de faire. Le problème, c'est que ce genre d'événement, ça devient vite, excusez-moi du terme, la chienlit, parce que j'ai travaillé dans des secteurs dits difficiles, et quand les mouvements commencent à prendre dans les lycées comme ça, c'est assez dur de faire re-rentrer le dentifrice dans le tube, comme dit le dicton. Et là, ils sont dans une phase, et c'est souvent d'ailleurs comme par hasard un peu avant les vacances scolaires, dans une phase montante de contestation et de violence, puisqu'il y a blocus, mais il y a également dégradation, il y a des atteintes sur les forces de l'ordre, et puis là, pour le coup, je rejoindrais ce qu'on pourrait parfois qualifier de pas que d'une justice laxiste, parce que c'est pas la justice que je pense, mais d'une action de la puissance publique laxiste, parce que le sujet des lycéens mineurs, alors ça c'est le sujet tabou absolu. Il faut y être, mais sans être trop près, pour être là sans approcher, pour interpeller que si vraiment on n'a pas le choix, ce qui fait qu'en fait, trop souvent, et je le regrette, et j'y ai moi-même eu droit quand j'étais sur le terrain, on ne fait pas alors qu'on devrait faire, parce qu'il en va de l'état de droit, et surtout c'est pas des poches de lycéens minoritaires qui doivent pourrir la vie des lycées, puisque la plupart d'entre eux sont là pour étudier. Et je note d'ailleurs, pour noter l'évaluation dans le discours public, qu'on est passé d'une revendication sur le vêtement la semaine dernière à des revendications un peu plus nobles pour faire passer le message, à savoir on veut plus d'heures de cours supplémentaires. S'ils veulent aller en cours, qu'ils commencent déjà par aller dans le lycée plutôt que de s'en prendre aux forces de l'ordre. Je prolonge ce que vous dites, commissaire, parce que j'ai plusieurs amis professeurs au lycée qui cet après-midi, et qui ne sont pas à Nanterre, qui sont en région parisienne, dans le Val-d'Oise notamment, qui témoignent du fait qu'il y a eu des tirs de mortier, qu'il y a eu des émeutes autour de leur lycée. Donc ça indique quand même qu'il peut y avoir une contagion de ce mouvement qui est assez inquiétante, qui est préoccupante pour toutes les raisons que vous avez dites, mais qui s'étend. Et donc faire entrer le dentifrice dans le tube, comme vous le disiez, n'est pas encore moins évident s'il y a un certain nombre de lycées qui sont pris. Alors quelle est la cause de cette contagion? Est-ce que c'est du mimétisme? Est-ce que c'est la proximité des vacances? En tout état de cause, c'est consternant. Enfin, c'est absolument scandaleux. Et ça témoigne quand même d'un climat dans les rapports entre jeunes et police dans ces quartiers, je dis difficiles, qui est absolument préoccupant. Je veux pas ressortir à chaque fois les trafics de drogue, mais j'ai quand même, quand on a des lycéens qui tirent au mortier sur des policiers aux abords du lycée,
je pressens que les trafiquants de drogue ne sont peut-être pas très très loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, commissaire Lebars ? Je vais compléter parce que c'est pas tant l'économie souterraine ou la criminalité qui est en toile de fond, c'est aussi parfois les associations politisées qui viennent agiter les mouvements. La réalité, c'est celle-ci. J'ai été en Seine-Saint-Denis, comme vous le savez. J'ai déjà interpellé avec mes effectifs des individus, des activistes, avec tout le matériel dans des sacs à dos, qui viennent livrer aux jeunes le matériel du mortier quand ils en ont pas suffisamment, même si maintenant c'est plutôt assez répandu, de la documentation, voire de la stratégie pour lutter efficacement contre les forces de l'ordre et si possible mettre le feu aux voitures des riverains qui sont en général d'ailleurs leurs propres voisins, voire parfois leurs parents, parce que je rappelle aussi un chiffre qu'il faut toujours retenir, la grande majorité, la quasi-unanimité des violences urbaines, c'est toujours des auteurs interpellés à quelques dizaines de mètres ou encablures de leur propre lieu de domicile. Ce qui fait en plus qu'ils mettent, pardon du mot, mais le bordel, soit dans leur propre lycée dans lequel ils pourront plus travailler, soit dans les zones où ils habitent. Et ces mouvements-là, s'ils prennent de l'ampleur, souvent, c'est parce qu'il y a aussi des actions politisées d'associations qui viennent agiter les lycéens et qui vont jusqu'à leur souffler des mots d'ordre, des postures. Et alors, je vais encore plus loin, y compris la façon de se tenir quand on est en garde à vue, parce qu'évidemment, quand on est en garde à vue, on est une victime, on est opprimé, il faut résister aux méchants policiers. Donc, tout ça, c'est en général assez organisé, surtout quand ça dure. Maître Golanel ? Oui, enfin, quand on est en garde à vue, on est non seulement une victime, mais un petit héros aussi. Parfois. Ça joue. Non, mais écoutez, moi je pense qu'il y a une corrélation directe, quand on regarde les choses de surplomb, entre la baisse du niveau éducatif et la voyoucratie. C'est les mêmes. Donc, c'est le système éducatif qui entre en cause. On a prétendu que c'était l'extrême droite qui racontait des histoires. Enfin, la prétendue extrême droite, quand on disait qu'il y avait des raisons religieuses derrière cela, j'entendais un témoin qui expliquait que c'était parmi les dites dérives autoritaires. Le mot est formidable s'agissant de l'autorité, de la direction du lycée. Il y avait effectivement le refus des camis et autre chose à associer à cela. Et quand j'entends parler de quartiers difficiles, je me permets de dire que c'est l'euphémisme pour parler de quartier d'immigration. Alors, Louis Dragnel, un dernier mot là-dessus. Non, mais je suis bien d'accord avec vous. Moi, je retiens une chose. En fait, c'est le déclencheur de cette crise. Donc, la semaine dernière, c'est uniquement la question du port de tenue religieuse à l'école. Et ensuite, pour essayer d'édulcorer, de présenter, et c'est ce que David Lebars disait un peu tout à l'heure, quelque chose qui est acceptable par l'opinion publique. Eh bien, on voit un élève qui dit, nous, ce qu'on veut, c'est surtout travailler plus, mais on ne nous le permet pas. Et on regrette la mutation de 4 de nos professeurs, c'est ce qu'on a entendu. Moi, je demande juste une chose, je serais curieux de savoir pourquoi les 4 professeurs ont été mutés. Simplement, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit, c'est tous ces petits bouts de sécession de la France avec des enclaves ethniques qui sont présentes sur le territoire national et qui sont nourris par les vagues d'immigration, même légale, avec quand on octroie plus de 271 000 titres de séjour par an, et qu'on est incapable d'assimiler personne, qu'est-ce qui se passe ? Les gens vont dans les quartiers, ceux qui viennent d'Algérie vont dans les quartiers où il n'y a que des Algériens, ceux qui viennent du Mali vont dans les quartiers où il n'y a que les Maliens. Et donc vous avez ces communautés qui s'étoffent, sans qu'on ne puisse quasiment rien connaître. Et à la fin, qu'est-ce que ça donne ? C'est l'État qui est obligé, même le ministre de l'Éducation nationale, qui a été contraint par l'opinion publique de rendre public le nombre de signalements de port de tenue confessionnelle dans les écoles. On a eu un premier bilan au mois de septembre. 300, ça fait à peu près 10 par jour, sachant que je pense que là, ce sont les signalements qui sont remontés. Il faut ajouter à ça tous les signalements qui ne sont pas remontés. Un dernier mot là-dessus, Philippe Guibert. Il y a l'hypothèse, effectivement, d'une mouvance religieuse derrière ces mouvements. On sait que les frères musulmans sont coutumiers des fêtes. Mais je retiens aussi votre hypothèse et qu'on ne peut pas complètement séparer du climat social en ce moment, parce qu'il y a des mouvements de jeunesse qui appellent à faire grève demain et qui sont impliqués dans la tentative pour étendre le blocage à d'autres secteurs. Donc on ne peut pas non plus exclure. Les deux hypothèses ne sont pas incompatibles. Non, je vois ce que vous voulez dire. Je reconnais là votre finesse politique sur l'islamo-gauchisme. Mais l'hypothèse gauchiste ne doit pas être écartée non plus dans un climat social difficile. Allez, on va terminer, si vous le voulez bien, avec vous, commissaire Lebars, parce qu'il y a une grande colère des policiers à propos de la réforme de la police judiciaire. Il y avait beaucoup de rassemblements aujourd'hui dans des dizaines de villes de France. Michael Chailloux se trouve à Nantes, où justement la police judiciaire s'est rassemblée aujourd'hui. Il nous explique ce qui se passe.
Plusieurs dizaines de policiers ont manifesté ce matin devant le tribunal de Nantes. Ils avaient troqué leur habituel brassard police judiciaire contre un brassard fait maison sur lequel on pouvait lire liquidation judiciaire. Dans leur viseur, la réforme de la PJ voulue par Gérald Darmanin. Et pour la première fois, on a vu à leur côté des magistrats de la cour d'assises, des juges d'instruction ou encore des membres du parquet. Deux arguments avancés par ces magistrats contre cette réforme de la PJ. Le premier, c'est la perte d'indépendance de ces policiers. Les magistrats redoutent une mainmise de l'autorité préfectorale sur ces super flics, souvent chargés d'affaires très sensibles. Et puis deuxième argument, une baisse de la qualité des enquêtes. Noyée dans un système départemental d'enquête, la PJ pourrait perdre des moyens financiers. À noter également ce matin la présence d'avocats aux côtés des policiers, signe que cette réforme génère de l'inquiétude bien au-delà des commissariats. Voilà pour Michaël Chailloux. Commissaire Lebars, il y a une vraie colère de la part des policiers et elle est légitime évidemment et vous la soutenez. Alors, d'abord je tiens à préciser quelque chose d'important. C'est un projet de réorganisation de la police nationale. C'est pas un projet de la seule PJ ou de la réforme de la seule PJ. Bon, mais en tout état de cause, le levier aujourd'hui de résistance et de contestation est essentiellement à la police judiciaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a beaucoup de choses à amender dans ce projet et l'organisation syndicale que je dirige les a présentées il y a maintenant déjà pas loin d'1 an au ministre. Il y a des procès de mauvaises intentions qui sont faits et il y a la réalité du projet. La réalité du projet, c'est, pour faire simple, pour que les auditeurs et téléspectateurs comprennent, c'est de réformer la police pour mettre un seul chef de la police à la tête de tous les départements. Il faut amender ce projet, d'abord parce qu'il y a des missions de police et il y a des services qui nécessitent d'être en dehors de l'emprise départementale. Non pas pour des raisons politiques, parce que ce procès-là est relativement indécent. Je voudrais pas être désagréable, mais quand j'entends le syndicat de la magistrature qui fait état d'une éventuelle police politisée, c'est quand même pas le syndicat de la magistrature qui nous a fait le mur des cons ou le guide du manifestant oppressé par la police qui va nous parler de politisation. Jusqu'à présent, la police n'est pas politisée. D'ailleurs, si elle l'était, il faut immédiatement supprimer la préfecture de police de Paris, qui est dirigée par un préfet. Quel scandale! Ça veut dire que la police parisienne travaille sous les ordres d'un suppôt du gouvernement et qu'il faut mettre fin à tout ça. Donc tout ça n'est pas raisonnable et surtout, c'est des accusations injustes. En revanche, ce qui est juste, c'est que la PJ a des missions, a des objectifs à suivre, a de la délinquance à traiter, dont la zone départementale n'est pas la bonne pertinence géographique. On le dit depuis longtemps au ministre de l'Intérieur, et aujourd'hui, il va falloir négocier pour sortir de la crise. Donc aujourd'hui, demain, on assiste à du mécontentement au sein de la police judiciaire, que je comprends. Il s'est d'ailleurs aggravé avec l'éviction d'un chef de police à Marseille, qui a été à la fois brutal et à mon avis inopportune, mais je l'ai dit aussi publiquement parce que c'est un chef qui fédérait derrière lui, qui est un grand chef de PJ, et on a l'impression qu'on peut jeter comme ça un commissaire comme un Kleenex alors qu'il a 30 ans de carrière avec de la réussite sur le crime. Donc aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police, et puis nous, en organisation syndicale, il faut de façon responsable trouver une issue pour sortir de la crise. Personne ne peut dire que la police fonctionne parfaitement. Comme toute autre grosse institution, il faut la toiletter, la moderniser. Il ne faut pas renoncer aux missions de la PJ. Il ne faut pas rabaisser la PJ. Il ne faut pas non plus donner le sentiment à ceux qui font les enquêtes du bas du spectre que finalement ils vont continuer, soit s'il n'y a pas la réforme, à gérer le tout venant et sans moyens, ou qu'on va leur résoudre leurs problèmes, parce que c'est pas aussi vite et aussi facilement que ça va se faire. Puis d'ailleurs, j'aime pas la notion de super flic de PJ, parce que ça les oppose aux pauvres flics du quotidien dont je faisais partie, qui vont continuer à traiter ce qui serait pas noble. Donc il faut raisonner collectif, il faut assouplir le projet, raisonner au niveau de la zone ou de la région. Et là, ça va être un sujet politique, parce qu'il y a aussi le corps préfectoral, le ministère de l'Intérieur qui doit prendre des décisions. Et il faut sortir de cette crise pour que l'institution police sorte de là, en dehors de ces, débats parfois politisés qui me gênent beaucoup, parce que il n'est pas question de mettre en cause les principes fondamentaux du droit, le secret de l'enquête, le fait que pour la justice, qu'elle puisse saisir des services de police librement, c'est ce que prévoit l'article 12 du Code de procédure pénale. Tout ça n'est pas raisonnable, donc il faut revenir à un débat raisonable et raisonné. Rapidement, Maître Benadel. J'abonde à tout ce qui vient d'être dit. Je trouve que le procès d'intention contre le ministre de l'Intérieur est assez scandaleux. Je crois que le taux d'élucidation a baissé, donc il est normal de vouloir changer les choses sans changer ce qui va bien. Et effectivement, les imprécations du syndicat de la magistrature font rire. Louis Dragnel. Le syndicat de la magistrature, c'est très étonnant et je trouve ça presque insultant pour les policiers qui manifestent. Non, parce que il y a une chose que vous avez dite qui est très importante, David Lebars, c'est qu'il faut bien comprendre que par exemple des fonctionnaires de police, de la police judiciaire,
qui travaillent sur des trafics internationaux, si par exemple ils sont en train de prendre en filature ou s'ils poursuivent une voiture dans la Drôme qui va ensuite en Isère, ils peuvent pas refiler entre guillemets le bébé à d'autres policiers de l'Isère. Il faut surtout qu'ils puissent traverser un certain nombre de départements sans avoir à demander d'autorisation, et c'est comme ça que ça se fait. Et donc une des craintes, et là-dessus, autant il y a pas mal de choses, je trouve qu'il y a un peu de corporatisme, il y a des on peut prendre un peu de distance quand même, et pourtant je suis le premier à défendre la police nationale très régulièrement, mais je trouve que sur cette mission qui est essentiel à la résolution des enquêtes, il faut impérativement que la police judiciaire puisse continuer de faire ce travail d'investigation sans avoir de limite de frontières au sein du pays. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info. Et sur Europe, c'est Raphaël Devolvé et Hélène Zellani pour Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes et à demain. Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1.